Les édulcorants de synthèse, comme l'aspartame, la saccharine, en fait, c'est très mauvais pour plusieurs raisons. D'abord, notre microbiote intestinal ne l'aime pas. C'est un produit chimique et le microbiote, il est fait pour recevoir des fibres prébiotiques, donc des légumes, des fruits, des légumineuses et des céréales complètes. Donc ça abîme le microbiote intestinal. Deuxième problème. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Le docteur William Bérébi est avec nous aujourd'hui. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Docteur en médecine, gastro-entérologue et pathologue, vous êtes expert du microbiote intestinal et inventeur de la médecine microbiotique dont on parle de plus en plus. Vous êtes animateur du podcast Merci Docteur et auteur de Mission Ventre Plat chez Marabout, un bouquin pour l'été. Alors, le microbiote, c'est incroyable comme ce sujet s'est imposé comme un des sujets de santé incontournables. Absolument. Tout le monde parle du microbiote. Alors, on parle du microbiote alors qu'on devrait préciser de quel microbiote on parle. Intestinal. Voilà, vous êtes spécialiste du microbiote intestinal. Par écho, si vous voulez, je suis aussi spécialiste des autres, puisque les autres sont un peu dépendants du microbiote intestinal, mais le patron du corps humain, le premier cerveau, comme je l'appelle, c'est le microbiote intestinal, c'est lui qui régule notre santé. Et la porte d'entrée, c'est le microbiote buccal, en fait. Voilà, buccal, bien sûr, il y a aussi un rôle du microbiote buccal, mais qui est beaucoup moins important. La centrale, si vous voulez, régulatrice de la santé, c'est le microbiote intestinal avec ses 39 000 milliards de bactéries, soit 1,4 kg environ, et 1000 espèces en tout, et 160 pour chaque individu, c'est-à-dire il y a 1000 espèces dans l'espèce humaine, et chacun d'entre nous avons 160 sur ces 1000. Alors, il y a des bonnes et des mauvaises bactéries, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que bactéries, des fois, ça fait peur. Oui, bactéries, on a longtemps pensé que les bactéries, c'était pas bon, et que c'était dangereux pour la santé, et que c'était responsable que des infections. Et en fait, la grande nouveauté et révolution, c'est que maintenant, on sait que les bactéries, en fait, sont nos amis. Quand tout va bien et quand on a un microbiote équilibré. Donc on a des bonnes bactéries, c'est des bifidobactéries, des lactobacilles, et c'est elles qui vont réguler les échanges avec le cerveau et avec tous les autres organes. Il faut imaginer une centrale, un ordinateur central hyper puissant qui est connecté avec plein de petits ordinateurs. Les autres organes sont des petits ordinateurs et il y a échange d'informations et c'est la centrale qui dirige. Et vous dites que le microbiote, c'est le premier cerveau. Tout à fait. Et pas le deuxième, donc important. Oui, parce qu'on disait deuxième cerveau, mais en fait, quand on y réfléchit bien, le microbiote intestinal, à partir du moment où c'est lui, puisqu'on le sait aujourd'hui, qui régule la santé humaine, c'est lui le premier cerveau, c'est lui le patron, si vous voulez. Après, le système nerveux central, bien sûr, va nous permettre de penser, d'avoir des émotions, mais c'est pas le système nerveux central qui contrôle notre santé. Et quand on parle du microbiote intestinal, Dr Bérébi, vous parlez d'un véritable organe. Oui, tout à fait, c'est un organe à part entière et c'est même le plus important des organes du corps humain. On le sait aujourd'hui, puisque, si vous voulez, c'est lui qui a le plus d'impact et qui régule les autres. Donc, je ne vois pas comment on peut parler autrement du microbiote intestinal qu'en disant c'est un premier cerveau et c'est l'organe le plus important en fait. Et c'est un organe à part entière et plus important que tous les autres en fait. Alors quand les relations sont harmonieuses, on parle de symbiose. Voilà, et quand elles sont déséquilibrées, on parle de dysbiose. Alors la symbiose, ça veut dire qu'on va avoir un équilibre entre le microbiote et le reste des organes du corps humain. Donc, un microbiote équilibré, c'est quoi ? Parce que c'est ça aussi la question. C'est un microbiote qui va être suffisamment riche en bonnes bactéries. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de bonnes bactéries et qu'il y ait un ratio entre les bonnes et les mauvaises, et entre certaines espèces et d'autres, qui soit équilibré. Ça, c'est la première chose. Donc beaucoup de bonnes bactéries. Et puis, il faut de la diversité, puisque si on n'a pas assez de diversité, et ça, c'est très bien connu, par exemple, dans l'obésité. Dans l'obésité, on sait que plus un patient est obèse, moins il a de variété. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 160 espèces, il en a 25% de moins dans le début de l'obésité. Et dans les obésités morbides, il y a 50% en moins d'espèces. On a étudié la diversité des espèces des microbiotes des personnes en situation d'obésité. Exactement. Donc, c'est récent d'ailleurs en plus. Oui, c'est récent, tout à fait. Donc les chercheurs ont mis en évidence ceci. Donc effectivement, au lieu d'avoir 160 espèces différentes, un obèse morbide va en avoir 80, grand maximum. Et donc, si vous voulez, du coup, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre va jouer un très grand rôle, on le sait aujourd'hui,
dans l'obésité, dans le développement du surpoids et de l'obésité, et du diabète évidemment, et de la NASH, la fameuse maladie du foie gras. Et aujourd'hui, c'est parfaitement avéré. Et on comprend mieux, avec cet angle nouveau, pourquoi dans des familles, il y a une transmission du surpoids et de l'obésité de génération en génération, puisque le microbiote déséquilibré de la maman est transmis à ses descendants. Bon, à noter que dans votre livre, vous proposez un outil pour établir un score microbiotique, si ça vous intéresse, pour savoir comment va votre microbiote. Tout à fait. Avec des questions qui sont posées. C'est ça, tout à fait. C'était pour donner, si vous voulez, un repère au lecteur, puisque l'étude du microbiote fécal, comme j'ai eu l'occasion de le dire, n'est pas un examen aujourd'hui qui est performant et qui est fiable. Donc ça sert à rien de faire cela, ça coûte des centaines d'euros et vous allez en tirer aucune information particulière. Donc c'est pour ça que j'ai fait le score microbiotique qui est calé sur l'alimentation, l'apport en fibres, en aliments ultra transformés, en alcool, en tabac, en médicaments. Ça vous permet de calculer un score et le but à la fin de la lecture de Mission Ventre Plat, c'est de pouvoir comparer votre score de départ et le score après, lorsque vous aurez modifié votre alimentation et votre mode de vie. Voilà, avec un programme que vous proposez sur un mois, un programme alimentaire. C'est ça. Alors, il y a des résultats extrêmement spectaculaires, je suis obligé de le dire, puisque en termes de programme alimentaire, donc ces 4 semaines, c'est pour enclencher, c'est le starter un petit peu pour donner des bonnes bases alimentaires aux patients. Donc, il va perdre un peu de poids et je lui fais une ordonnance d'activité physique, ça c'est très important, puisqu'on sait que si on dit à quelqu'un faites du sport ou faites de la marche rapide, la conversion activement va être faible. Si on fait une ordonnance, c'est ce que je fais, 30 minutes de marche rapide par jour ou 20 minutes de vélo, eh bien on sait qu'il y a une conversion augmentée de 50%. Et puis il y a les probiotiques, donc les probiotiques dont le fameux Hafnia Alvei HA4597. Et là récemment j'ai une patiente qui avait une grande appétence pour le sucre et pour les biscuits, glaces, bonbons. Elle l'a pris et en 3 mois, alors là c'est le record, puisque en général les patients ils perdent 5 kilos en 3 mois, elle a perdu 12 kilos. 12 kilos en 3 mois. Et elle a été à son travail et ses collègues lui ont dit mais qu'est-ce que tu as fait? Elle a perdu presque 2 tailles de pantalon. Et ils lui ont dit, elle a dit j'ai pris des probiotiques. Et ses collègues ne l'ont pas cru. Ils lui ont dit mais non, tu t'es fait opérer. Donc voilà, c'est assez étonnant. Et si vous voulez, et on le sait en fait, puisque sur le plan des études, il a été démontré que ce probiotique particulier, justement, agissait sur la satiété, donc permettait d'avoir une satiété plus rapide et diminuer l'appétence au sucre. C'est-à-dire que satiété, ça veut dire qu'on a plus faim, quoi. Voilà, on a moins faim, on a moins faim et on a moins appétence de sucre. Et moi j'en ai pris, j'ai pris de ce probiotique-là également. Et je peux vous dire, j'aimais bien les petits bonbons, les petites bricoles comme ça. Je trouve ça 10 fois trop sucré maintenant. Alors rappelez le nom du probiotique. Hafnia Alvei HA4597. C'est simple. Voilà, alors il y a des noms commerciaux que vous trouverez dans le livre, bien évidemment. Ouais. Ça vaut combien? Parce que ça vaut pour un mois 30-35 euros. Voilà. Vous savez, quand on voit le prix d'un massage ou le prix de certains compléments alimentaires qui n'ont aucune utilité pour la santé, franchement... il y a un business là-dessus, il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus. Ah bah voilà. Oui, là, et les gens payent sur les compléments alimentaires. Voilà, alors que ça sert à rien. Alors attention quand il fait chaud, et il a fait chaud ces quelques jours, aux boissons qu'on est obligé de boire fraîches avec édulcorants. Voilà. Pourquoi le microbiote n'aime-t-il pas les édulcorants? Alors, les édulcorants de synthèse, comme l'aspartame, la saccharine par exemple, en fait c'est très mauvais, pour plusieurs raisons. D'abord, notre microbiote intestinal ne l'aime pas. C'est un produit chimique et le microbiote, il est fait pour recevoir des fibres prébiotiques, donc des légumes, des fruits, des légumineuses et des céréales complètes. Donc ça abîme le microbiote intestinal, ça c'est parfaitement démontré. Mais comment ça l'abîme? Parce que c'est un produit chimique qui n'est pas naturel, si vous voulez, donc ça va aller dans le microbiote, ça va désorganiser, ça va favoriser le développement des mauvaises bactéries, et donc vous allez avoir progressivement un microbiote qui va se mettre en dysbiose, en déséquilibre. Et à ce moment-là, quand vous avez moins de bonnes bactéries, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos bonnes bactéries fabriquent du mucus. Ce fameux mucus qui va faire la couche d'étanchéité, comme une piscine, un liner de piscine par exemple. Et donc, cette couche, ce mucus est fabriqué par les bonnes bactéries, ces fameux bifidobactéries et lactobacilles. Et quand vous perdez cet équilibre,
À ce moment-là, ce mucus est moins fabriqué et ça enclenche le développement d'une perméabilité intestinale anormale qu'on appelle le fameux intestin poreux. Et donc, ces édulcorants... Ça passe à travers, en fait. Oui, après, ça passe à travers, donc c'est parfaitement démontré, si vous voulez, alors pour plein d'autres choses, pour certains pesticides, les nanoparticules, les émulsifiants, etc. Et donc, à partir de là, vous avez des substances qui ne passeraient jamais dans le sang, comme certaines bactéries pathogènes, ou comme des métaux lourds, ou bien des pesticides, qui vont passer, qui vont traverser donc la paroi, et ensuite, malheureusement, aller dans le sang et partir dans les différents organes. Et là, ça va enclencher un certain nombre de maladies. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression quand on boit une boisson à base d'édulcorants, parce qu'on dit tu vois, moi je prends voilà une boisson zéro, il n'y a pas de sucre. Voilà. Alors là c'est le piège. Alors deuxième problème, si vous voulez, c'est que de donner d'une information sucrée au corps alors que c'est du faux sucre, eh bien ça va perturber le fonctionnement du pancréas. Et le pancréas, si vous voulez, donc a pour rôle de fabriquer de l'insuline, de réguler en fait le taux de sucre dans le sang. Et donc, à force de lui donner des fausses informations, on le dérègle. Et en fait, on le sait aujourd'hui, donc ça paraît complètement dingue, mais c'est la réalité. Les édulcorants, contrairement à ce qu'on pensait au début, favorisent le développement du prédiabète et de l'insulinorésistance. Donc non seulement ça sert à rien, mais en plus, en fait, à moyen terme, ça abîme et ça favorise le développement d'un prédiabète et d'un diabète. Donc, si vous voulez, tous ces sucrants synthétiques, c'est une véritable catastrophe pour la santé humaine. Et vaut mieux, vous preniez l'exemple du soda, vaut mieux prendre une petite canette d'un soda célèbre rouge, si vous adorez ça. Mais normal, en fait. Voilà, normal. Normal. Régulier, quoi. Voilà, si vous avez envie, de temps en temps, vous prenez une petite canette, là, les petites qui font, celui-là ou un autre, et là, vous allez avoir un peu de sucre, ok, mais vous allez le faire une fois dans la semaine, c'est pas très grave, et au moins, vous n'allez pas abîmer votre microbiote. Alors que ce que font les gens, parce que c'est zéro sucre, eh bien, ils boivent à volonté cette boisson qui est fraîche. C'est ça. En se disant, finalement, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de calories. Voilà. Donc elle désaltère. Voilà. Et donc ça désaltère. Donc du coup, on se dit, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de sucre, donc c'est super, je peux en boire plein. Et en fait, c'est une catastrophe pour le microbiote. Et ça favorise, à moyen long terme, le risque de diabète. Alors c'est vrai aussi pour les boissons très populaires à base de thé, tout à fait. Quand il fait chaud, frais. Voilà, les thés glacés. Alors là, petit focus si vous voulez, c'est que j'ai étudié les thés glacés, dont un très célèbre actuellement, qui est beaucoup vendu dans les restaurants et autres, et le résultat est très mauvais. Parce qu'il y a beaucoup d'additifs dedans et certains édulcorants. Certains édulcorants. Donc en fait, moi j'ai arrêté, parce que je fais des découvertes au fur et à mesure que j'informe mes followers sur Instagram ou sur les réseaux. Et en fait, j'en achetais, j'en achète plus, et je le fais moi-même. Et rien de plus simple que de faire un thé glacé maison. Vous mettez 2 sachets de thé vert, et après vous laissez refroidir et vous rajoutez du citron. Voilà. Et ça fait 0 plastique en plus. Ouais. Et c'est moins cher au litre quand on y pense. Quand on calcule, on rapporte au litre. C'est divisé par 10 quasiment. Les ennemis de votre microbiote intestinal, le docteur William Beribi est avec nous. Je rappelle que, docteur, vous publiez Mission Ventre Plat aux éditions Marabout. Et oui, parce que l'été, on va avoir le ventre plat. Mais vous dites qu'un ventre plat, c'est souvent un ventre en bonne santé aussi. Oui, tout à fait. C'est un reflet visuel très intéressant de la santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il est plat ou à peu près plat, ça veut dire qu'il n'est pas ballonné. Si vous êtes très ballonné, c'est que vous avez un déséquilibre du microbiote, donc une dysbiose. Donc ça peut être des ballonnements isolés, liés à une mauvaise alimentation, par exemple, et puis ça peut être des ballonnements dans le cadre d'une maladie type syndrome de l'intestin irritable ou SIBO. Je rappelle que l'intestin irritable, ça se définit par des douleurs chroniques et des troubles du transit, type diarrhée ou constipation, et que le SIBO, c'est une pullulation bactérienne dans l'intestin grêle qui va entraîner beaucoup de ballonnements et beaucoup de flatulences. Mais c'est bénin le ballonnement, non ? Alors le ballonnement, c'est bénin, de toute façon que ce soit dans un SIBO, intestin irritable ou isolé,
ça reflète pas, si vous voulez, une pathologie grave, mais c'est très handicapant. Je vois des patients en errance depuis très longtemps pour des problèmes de ballonnement, éventuellement associés à des douleurs, et c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre, si vous voulez, l'intestin irritable et le SIBO. C'est assez mal connu des médecins, d'une façon générale, et on voit des patients régulièrement en errance depuis 10 ans, 15 ans. C'est pas du tout exceptionnel, en fait, parce que, justement, il n'y a pas de lésion visible. C'est ça la grande caractéristique. Mais c'est pas parce qu'un patient souffre de ballonnement qu'il souffre d'un SIBO ou d'un intestin irritable. Non, c'est ce que je vous indiquais, c'est que les ballonnements peuvent être isolés, et donc là, à ce moment-là, c'est ni l'un ni l'autre, dans la plupart des cas. S'il y a des douleurs au ventre et des problèmes de transit, diarrhée ou constipation, ça peut être un syndrome de l'intestin irritable. Et dans le SIBO, ça peut être des ballonnements isolés ou des flatulences, avec quand même des ventres très significatifs. Les patientes m'apportent régulièrement des photos d'elles, comme si elles me le disent elles-mêmes, à 6 mois de grossesse. Ça, c'est classique. Donc, deuxième reflet, si vous voulez, d'une bonne santé, c'est de ne pas avoir trop de poids en trop. Si vous avez 2-3 kilos, c'est pas très grave, mais si vous en avez 10 ou 15, là, ça veut dire qu'il y a quelque part une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote. Donc il y a aussi une corrélation à ce niveau-là. Et puis enfin, il y a le ventre qui n'est pas musclé, qui est totalement avec aucun abdominaux. Et ça reflète, si vous voulez, le manque ou l'absence d'activité physique depuis la jeunesse. Et donc effectivement, on voit des patients qui sont pas gros, mais qui ont cette fameuse bedaine. Et ça aussi, comme le sport, on sait que c'est bon pour la santé, que ça fait vivre plus vieux et que ça booste le microbiote, si on ne fait pas du tout de sport, ça veut dire qu'en termes de santé, on est en moins bonne santé et on a un microbiote intestinal en moins bonne santé. Docteur Berby, mais les patients et même les thérapeutes pensent souvent que les ballonnements vont de pair avec des excès de gaz dans l'intestin. Alors que c'est pas si simple que ça, finalement. C'est pas si simple que ça, en effet. Les patients décrivent très bien le fait que quand ils mangent, les patients qui souffrent de ça, d'un coup, ils ballonnent. Alors, il dit, c'est parce que c'est arrivé dans mon côlon. Alors, je dis non, pas du tout, puisque pour que ça arrive dans le côlon, il faut 2 à 3 jours. Donc, entre le moment où vous ingérez un aliment et le moment où il va être évacué, c'est à peu près 2 à 3 jours, 48-72 heures. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous mangez, il y a ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique, c'est-à-dire l'estomac va envoyer des informations au côlon. Et là, le côlon, et c'est pour ça que c'est tout de suite après le repas parfois, les patients ils vous disent j'ai mangé, paf, tout de suite mon ventre il se distend, c'est justement par le biais de ce réflexe-là. Et à ce moment-là, le ventre peut se distendre parce que la paroi du côlon va réagir et il va y avoir une hypersensibilité, donc il va avoir mal au ventre, viscéral, ça s'appelle l'hypersensibilité viscérale, c'est-à-dire ce mécanisme du côlon qui se distend et qui va entraîner des douleurs. Donc c'est très particulier et très caractéristique, notamment de l'intestin irritable. Et puis, à contrario, il y a des études qui ont montré que on pouvait ressentir des ballonnements, mais en fait la quantité de gaz dans le côlon n'était pas spécialement élevée. Et donc là, c'est aussi un mécanisme de ce type, avec un trouble de la sensibilité, qui fait que le patient a une hypersensibilité viscérale, et il va avoir l'impression d'être ballonné, alors qu'en fait, il n'y a pas plus de gaz dans son côlon que quelqu'un qui ne l'est pas. Et là aussi, vous dites attention aux tests qui existent sur le marché, qui analysent les gaz. Voilà, moi je peux vous assurer que dans la vraie vie, je ne fais jamais aucun test, ni pour le lactose, ni pour le SIBO, encore moins pour les intolérances alimentaires, puisque vous savez ce que je pense de ces pseudo-tests qui sont vraiment totalement à déconseiller. Donc les tests, en fait, quand on est un clinicien, qu'on a une expertise, on va se baser sur l'histoire du patient, sur les traitements qu'il a pris dans sa vie, sur les antécédents chirurgicaux, et c'est comme ça qu'on s'oriente. Et on suit un arbre décisionnel, si vous voulez, très clair, et on n'a pas besoin des tests. Nous n'avons pas besoin de tests pour faire des diagnostics. À partir du moment où on connaît bien le sujet. Aujourd'hui, malheureusement, la tendance est de vouloir multiplier les tests. Les gens sont plutôt impatients d'une façon générale et vont vouloir un test qui leur dit oui, vous êtes intolérant à ça ou intolérant à ça. Mais en fait, la très grande majorité de ces tests n'ont absolument aucun intérêt clinique. Donc vous proposez dans votre livre une méthode anti-ballonnement. Sur quoi elle repose, cette méthode ? Alors déjà l'alimentation, c'est-à-dire qu'on va on va conseiller aux patients d'arrêter les boissons gazeuses, type soda, la bière, les meringues, bon ça c'est pas un truc de tous les jours, le chewing-gum, puisque quand on mâche un chewing-gum on fait rentrer de l'air dans le tube digestif, idem pour le tabac.
on fume, l'air, moi je fume pas, mais quelqu'un qui fume va faire rentrer de l'air dans son tube digestif. Donc déjà, des conseils généraux de vie. Après, il y a les aliments. On sait qu'il y a des aliments qui vont chez certaines personnes. Alors pourquoi certaines personnes ont des ballonnements énormes et d'autres pas? C'est parce qu'ils n'ont pas le même microbiote, là aussi. Et donc, il y a des personnes qui ont un microbiote qui va favoriser la fermentation et le dégagement de gaz, notamment du sulfure d'hydrogène, ce fameux gaz qui est très malodorant, quand on est arrivé de péter, disons-le. Eh bien, il y a tout un chapitre dans votre livre sur les paix. Je ne voulais pas vous lancer là-dessus aujourd'hui, mais puisque vous y venez... Non, mais voilà, mais parce que le paix, c'est toujours un mot qui fait rire les gens. Alors, vous expliquez que... donc c'est. Parce qu'on dit flatulence, mais flatulence, voilà. Quand vous dites les aliments flatulogènes... Flatogéniques. Donc il y a des aliments, effectivement, dont on sait qu'ils vont dégager beaucoup de gaz. Par exemple, ça peut être les haricots blancs, ça peut être les pois chiches, ça peut être les crucifères, par exemple. Tout ça, c'est connu pour donner plus de ballonnement. Donc, chez certaines personnes, il ne se passera rien, et puis chez d'autres, ça va être un inconfort fort. Alors, à noter que vous avez un protocole charbon végétal activé, je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent et qui adorent ça, et un protocole huile de menthe poivrée également. Donc, tout à fait. Là, pour ceux qui aiment le naturel... Voilà. Alors naturel, c'est bien que vous en parliez, il faut toujours se méfier de ce mot-là, parce que plante, les gens pensent à naturel, mais en fait, il y a beaucoup de plantes toxiques. D'ailleurs, l'ANSES vient de publier une liste de 118 plantes toxiques. Donc, si vous voulez, c'est pas parce que c'est une plante et que c'est dans la nature que c'est pas dangereux pour le corps humain. Ça, c'est très important. Alors, à noter qu'avec vous, et vous avez été le premier à nous en parler, on avait parlé de la berbérine. Oui. Mais attention, la berbérine, c'est à utiliser avec précaution. Voilà, tout à fait. Alors, j'en parle dans mon livre. Donc, juste un mot sur ce que vous disiez. Charbon végétal activé, c'est très bien. La menthe poivrée, c'est très bien. Donc, moi, chaque fois qu'il y a une plante qui fonctionne dans une indication médicale, je vais l'utiliser. Je ne suis absolument pas dogmatique. La berbérine, ça marche très bien. Je l'utilise beaucoup dans l'intestin irritable, notamment avec diarrhée. Mais attention, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme ça, tout seul. Sans avis médical. C'est ça que ça veut dire. Médical. Pourquoi ? Parce que d'une part, les gélules sont trop dosées souvent. Donc vous trouverez souvent des gélules à 500 mg. Or, il faut utiliser 2 gélules de 200 mg, donc 400 mg par jour. Si vous prenez 1 gramme, c'est beaucoup trop. Non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, ça peut être pour le foie, ça peut avoir une certaine toxicité. Si vous le prenez d'une façon inadaptée. Oui. Donc, ça veut dire, moralité de l'histoire, qu'à chaque fois que je vais prescrire la berbérine, je ferai de toute façon avant une prise de sang prescrite à mon patient pour vérifier le taux de transaminase et voir si le bilan hépatique est normal. Ça, c'est capital de ne pas prendre la berbérine sans avoir fait une prise de sang avant. Souvent, alors, que ce soit les plantes ou les compléments alimentaires sont victimes de leur succès. Et il y a tendance à une vraie automédication là-dessus, mais il faut faire attention. Voilà, tout à fait. Les compléments alimentaires, alors moi je les déconseille totalement à tous mes patients et ici à votre antenne, puisqu'en fait on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que la seule vitamine dont on a réellement besoin, à part les cas de chirurgie bariatrique ou chez la femme enceinte, bien évidemment, la seule, c'est la vitamine D. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez de soleil, tout simplement. Donc on ne peut pas faire de photosynthèse suffisante, puisque la vitamine D, on va la fabriquer notamment grâce au soleil. On peut l'avoir par certains aliments, comme les produits laitiers ou les poissons gras, mais ce n'est pas suffisant. Donc 80 à 90% de la population française est carencée en vitamine D. C'est pour ça que d'ailleurs, à tous mes patients, je fais doser la vitamine D pour voir s'ils n'ont pas un taux bas, puisque la vitamine D joue un rôle très important au niveau du microbiote et au niveau de l'immunité. Et donc, à part la vitamine D, aucun complément alimentaire n'a d'intérêt. Donc il y en a des milliers en vente. Les industriels sont assez malins parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent plein de choses ensemble et ils diluent plusieurs plantes avec un peu de vitamine D pour donner l'impression que c'est super, un peu de vitamine B6, etc. Moralité de l'histoire, il y a un tas de trucs dedans, mais comme c'est divisé par 10, 12, 15 substances, finalement, la quantité de chacune est très basse et totalement inefficiente. Donc ça coûte cher, ça sert à rien. Et de surcroît, vous pouvez avoir des toxicités. Et donc en fait,
si on mange sainement, si on mange bien, donc ce qu'il faut, ce que la nature nous fournit, donc des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes, c'est les prébiotiques. Si on mange un peu de viande blanche ou rouge, modérément, des produits laitiers, des œufs et un peu de poisson, eh bien, on a tout notre apport nécessaire en vitamines et en minéraux. D'accord. Et la supplémentation en oméga 3, vous en pensez quoi ? Alors j'en pense que je la déconseille aussi, puisque en fait l'oméga 3, on va le trouver notamment dans certaines graines, on va les trouver dans les poissons, donc poisson 2 portions par semaine, pas plus, un poisson gras, un poisson maigre, parce que dans le poisson, c'est très bien, il y a beaucoup d'oméga 3, donc c'est très utile, mais il y a des métaux lourds, notamment du mercure dans le poisson. Et donc les recommandations, elles sont très claires, elles sont connues, c'est un poisson de 140 grammes gras et un de 140 grammes maigre par semaine. Voilà, ça c'est ce qui est requis. Donc les oméga 3, on les trouve là aussi dans l'alimentation, on en trouve beaucoup aussi dans certains œufs enrichis en oméga 3 avec des poules qui mangent des graines de lin, et dans les graines, donc type graines de lin, par exemple graines de lin, graines de chia. Donc il n'y a pas besoin de prendre des compléments alimentaires en oméga 3, là aussi il faut s'alimenter sainement. Voilà, c'est promis, on va voir les ennemis de notre microbiote avec le docteur William Beriby dans un instant. Je rappelle que vous publiez Mission Ventre Plat aux éditions Marabout. Mais en parlant d'ennemis, on va parler des amis du microbiote. 2 poignées d'amandes par jour. Tout à fait. Une belle poignée ou 2 petites, donc environ 30 grammes. Donc ça, c'est très intéressant puisqu'il y a un peu d'oméga 3, on en parlait à l'instant. Et puis, vous avez dedans des fibres et des minéraux. Donc il a été démontré que prendre des amandes avait un impact favorable sur le microbiote intestinal, et donc il ne faut pas en prendre trop parce que c'est assez calorique les amandes. Est-ce qu'il faut les faire tremper ? Non, alors c'est pas vraiment nécessaire, c'est vrai qu'il y a un débat par rapport à la peau. Bon, moi personnellement, je ne les fais pas tremper. Le risque, il est en fait plus théorique que véritable, puisque ce n'est pas des quantités astronomiques qu'on mange. On va en manger 30 grammes par jour ou de temps en temps. Donc, c'est un risque théorique. Bien. Alors, les ennemis du microbiote, il y a des études et il y a plein d'ennemis insoupçonnés. Bon, vous avez détruit une de mes madeleines de Proust, c'est le liégeois. Café au chocolat, voilà. C'est ça. Ça, c'est pas bon pour le microbiote. C'est ça. Donc ça, c'est les émulsifiants. Là, on est dans les émulsifiants, puisque édulcorants et émulsifiants. Mais là, c'est plus émulsifiant. Donc, si vous voulez, le problème des émulsifiants, d'une façon générale, c'est ce qui va donner cette onctuosité, ce moelleux, quand c'est une madeleine, etc. Eh bien, ils vont dans le microbiote, eux aussi, mais on n'est pas fait pour recevoir des émulsifiants. Nos ancêtres, il y a des milliers d'années, il n'y avait pas d'émulsifiants, ils mangeaient ce qu'il y a dans la nature. Donc, le microbiote va être attaqué, va être agressé, ça va déséquilibrer donc le ratio bonnes bactéries, mauvaises bactéries, et ça va abîmer directement la couche de mucus. Et donc on va avoir l'intestin poreux. Ça a été démontré très récemment dans un très beau travail de l'INSERM Cochin. Ils ont pris des souris en 2 groupes, souris avec émulsifiants, alimentation riche en émulsifiants, et un autre groupe, ils ont donné un probiotique qui est l'Akkermansia mucinifila, et ils sont aperçus que ce probiotique-là, dont on sait qu'il joue un rôle très important dans la synthèse de mucus, justement, cette fameuse couche protectrice qui va rendre intense notre intestin, eh bien, en apportant de l'Akkermansia chez ces souris, ils ont observé que le microbiote ne se détériorait pas, restait stable, alors que dans l'autre groupe, le microbiote était abîmé par la prise d'émulsifiants. Donc c'est un beau travail, il faut le confirmer chez l'humain maintenant, mais ça prouve que ces émulsifiants font beaucoup de dégâts. Alors on en trouve beaucoup dans ce que vous appelez les aliments ultra transformés, et vous expliquez que 100 grammes d'aliments ultra transformés n'équivalent pas à 100 grammes d'aliments, mais à 150 grammes. Vous vous expliquez, s'il vous plaît ? C'est ça. Alors en fait, quand vous prenez des aliments ultra transformés, il se passe 2 mécanismes. D'abord, il n'y a pas de fibres. Or les fibres, c'est ça qui vont permettre globalement une régulation de la satiété, donc de l'envie de manger, et une régulation du taux de sucre. Première remarque. La deuxième, c'est que quand vous avez un aliment ultra transformé, les nutriments eux-mêmes, si vous voulez, indépendamment, protéines, glucides, lipides, les vitamines qu'il y a dedans, le sel, etc., vont être aménagés d'une façon non naturelle. C'est ce qu'on appelle la matrice alimentaire. Et donc, même si vous avez exactement la même quantité de composants, le fait que la matrice alimentaire ait changé, puisqu'elle n'est pas naturelle, eh bien, va faire que vous allez stocker davantage de calories avec exactement la même chose. Et donc, c'est ce qui explique que
à quantité égale, c'est comme si vous ingériez 50% de calories en plus. Donc c'est assez fascinant. Et ce sont des produits où on retrouve ces fameux additifs alimentaires et édulcorants dont vous venez de parler. Voilà, édulcorants, émulsifiants, etc. Alors, autre ennemi pour notre microbiote intestinal, les sucres industriels. Est-ce que vous appelez le fructose industriel? Alors, c'est quoi la différence en fait? Alors en fait, il y a le fructose des fruits par exemple, que vous trouvez dans les fruits, une banane, une orange, etc. Et puis il y a le fructose qui est utilisé par les industriels, pour nos amis les industriels, pour fabriquer des gâteaux. Alors, en fait, au début, ils utilisaient du saccharose, c'est-à-dire l'équivalent du sucre de table, c'est le sucre blanc. Ce qu'on a connu, nous, tout le temps. Voilà, le sucre blanc. Là, voilà. Donc avant, c'était du saccharose. Mais le saccharose, en fait, le problème, ça coûtait trop cher pour eux. Donc, ils ont cherché une alternative moins chère. Et donc, ils ont pris l'amidon du maïs et ils ont fait un espèce de sirop qui est un mélange de fructose-glucose, et c'est ça qui est dans les gâteaux aujourd'hui, dans tous les biscuits, dans tous les produits industriels. Même des choses salées d'ailleurs, puisqu'il y en a aussi dans les choses salées. Par exemple, c'est pas parce que le goût est salé qu'il n'y a pas de sucre dedans, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, ça peut être dans du ketchup, de la moutarde, etc. Et donc, si vous voulez, ce fructose industriel-là, c'est une catastrophe parce qu'en fait, il est métabolisé directement par le foie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun filtre au niveau de l'intestin, et la quasi-totalité de ce que vous ingérez va dans le foie, et dans le foie, il va entraîner cette maladie du foie gras, et va participer au développement du prédiabète et du diabète. Ce fructose-là, donc ce fructose industriel. De maïs. Exactement. On se demande ce que fait le sucre dans le vinaigre, la moutarde. Ouais, il y en a un peu partout en fait, même dans des plats préparés, ou dans des pizzas surgelées, etc. Donc, vous êtes venu avec votre propre sucre. Voilà. William Bérébi, que vous montrez à la caméra, donc, parce que c'est filmé. Tout à fait. Donc, si vous voulez... pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais c'est pas encore trop connu. Voilà. Alors, en fait, si on prend chronologiquement, il y a le sucre de table classique, qui a un index glycémique très élevé à 68. Alors, l'industrie a cherché à développer des produits avec le sirop d'agave, qui est connu, des personnes qui sont diabétiques ou en surpoids. Mais le sirop d'agave, c'est pas une bonne option en fait, parce que d'abord l'index glycémique reste assez haut, il est à 13, et surtout, il y a plus de 70% de fructose. Et ce fameux fructose qui va directement dans le foie. D'accord ? Donc là, c'est pas du fructose industriel, mais c'est quand même une très grande quantité de fructose. Quand vous prenez un fruit, il y a un peu de fructose, mais ça va pas poser un problème au foie, puisque ça va être des petites quantités. Dans le sirop d'agave, c'est des très grosses quantités puisque c'est plus de 70%. Donc, le sirop d'agave, c'est pas intéressant. Alors, quand j'ai écrit Mission Ventre Plat, j'ai cherché une alternative. J'ai fait beaucoup de recherches partout et j'ai trouvé ce produit. Alors, ce produit, d'abord, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé le yacon, qui est un tubercule péruvien qu'on appelle la poire de terre. C'est une espèce de grosses poires comme ça allongées. Et de là, j'ai dit, c'est super intéressant. Je suis tombé sur des articles sur le sirop qui en découlait, et j'ai cherché si on pouvait l'acheter. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce produit-là, qui est du sirop d'yacon. Et donc, la particularité de ce produit, c'est que vous avez 54% de prébiotiques, c'est-à-dire il y a des fibres dedans. C'est un sucre qui contient... Avec un pouvoir sucrant exactement. Alors, vous avez important. Vous avez à peu près 15-20% de sucre dedans, donc c'est pas beaucoup. Sur 100, vous n'avez que 20% de sucre. Vous avez 54% de fibres. Donc ces fibres, elles ont un rôle prébiotique, c'est-à-dire elles nourrissent, donc ces galacto-oligosaccharides, enfin peu importe les mots techniques. Et donc ces fibres, elles jouent dans la satiété, tout comme les aliments, tout comme les légumes par exemple, ou les produits céréaliers complets. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que comme il y a moins de sucre, vous désapprenez à aimer le sucre. Moi je l'utilise, je vous dis la vérité. Vous apprenez à diminuer votre appétence pour le sucre, puisque c'est moins sucré. Alors au début, ça surprend un peu, mais ça a un goût sirop, ça a un peu miel, entre miel et sirop d'érable. Et comme ça ressemble à du sirop d'érable, d'ailleurs. Voilà, exactement, au niveau de la consistance. Et du coup, c'est moins sucrant, donc vous avez moins l'appétence. Et puis comme il y a des fibres, il y a de la satiété qui est réalisée avec ça. Donc c'est un... Ça coûte combien ? Et l'index glycémique est à 1. À 1 ? Ouais. Ah oui. Donc 13 le sirop d'agave, index glycémique à 1, c'est-à-dire que ce produit-là, il n'entraîne aucune montée de la glycémie. Ça coûte 8-9 euros le pot de 220 grammes. Alors. C'est ça. Ah, je vais le garder, mon pot. Ah c'est le vôtre. Je vais pas le laisser à la souris, parce que la souris, elle peut aussi s'intéresser au yacon. C'est que vous posez un hop sur votre bureau et hop.
Alors, les autres ennemis pour notre microbiote. Alors, il y a ce que vous appelez les nanoparticules. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là? Et on les trouve où, ces fameuses nanoparticules? Ça, c'est un autre volet passionnant. Il y a les pesticides également, mais les nanoparticules, alors, il y en a déjà dans l'atmosphère. Donc, on en inhale en permanence et elles vont dans notre tube digestif également. Donc, elles relèvent de la pollution atmosphérique, elles relèvent des vêtements, les fibres synthétiques des vêtements qui vont au bout d'un certain temps dans la machine partir, qui vont aller dans l'eau, et ensuite vous buvez l'eau du robinet, l'eau du robinet et vous ingérez donc des nanoparticules. C'est pour ça que vous conseillez de ne pas boire l'eau du robinet non filtrée. Voilà, exactement. Donc, les filtres, c'est un plus, c'est pas une assurance touriste, mais c'est quand même bien. Je conseille 2 choses. Je conseille l'eau du robinet d'essayer de l'éviter si on peut. Si on ne peut pas, de prendre l'eau et de mettre dans une carafe et de le mettre au frigo et d'attendre 1 à 2 heures avant de la boire. Pourquoi ? Parce que le chlore qui est dans l'eau va s'évaporer. C'est un gaz très volatile et donc vous allez avoir un taux de chlore qui va s'abaisser. Or le chlore, nos bactéries intestinales ne l'aiment pas. Donc c'est un bon moyen d'abaisser la quantité de chlore dans l'eau du robinet. C'est pour ça que quand on va à la piscine et qu'on boit la tasse, c'est mauvais pour le microbiote. Voilà, faut mieux savoir nager quand on va à la piscine, d'une façon générale. Et c'est vrai en plus. Et donc pas boire la tasse. Ouais. Donc l'eau du robinet, c'est un exemple. Donc on va prendre des nanoparticules. Les vêtements, les tapis synthétiques, etc. Il y a des nanoparticules partout, y compris dans les cosmétiques, par exemple, dans les produits cosmétiques. Alors ça, c'est pas connu, mais ça va plus loin, puisqu'en fait, vous trouvez des nanoparticules dans les aliments industriels. Donc, ils se servent de nanoparticules, donc c'est complètement chimique, pour encapsuler, si vous voulez, certaines parties de l'aliment industriel. Donc, ce qui fait que, donc ça c'est parfaitement démontré aussi avec des travaux de l'INSERM notamment, et donc, on ingère via les aliments industriels des nanoparticules en permanence si on en consomme. Alors, si on consommait des produits industriels pendant une journée ou une semaine, ce ne serait pas très grave. Mais le problème, c'est si vous en mangez, c'est tous les jours. Et la plupart des Français en consomment, puisque l'apport calorique d'un Français est à 35% apporté par ces fameux produits industriels. Et donc, ça veut dire que toute l'année, vous apportez des nanoparticules à votre microbiote intestinal qui vont déséquilibrer donc les bonnes bactéries, et favoriser le développement des mauvaises, et abîmer le mucus et rendre votre intestin poreux. Alors la suite est dans votre livre Mission Ventre Plat aux éditions Marabout, puisqu'effectivement on parle beaucoup du microbiote, l'allié d'un ventre plat. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent les émissions de Beurre FM, et vous verrez la vidéo de cette émission avec le Dr William Bérébi sur notre chaîne YouTube. Et on vous retrouve sur vos réseaux sociaux, vous êtes très actifs sur TikTok, sur Instagram. 24 000 abonnés maintenant. Maintenant vous testez des produits, alors là... Voilà, je teste des produits, oui, parce qu'il faut informer. Moi, mon rôle, je soigne les patients et je pense que mon rôle, c'est aussi de la santé publique. Et je veux participer à ça en informant les gens sur les dangers de certains produits, tout simplement. Bon, may the force be with you, Doc. Que la force soit avec vous, Philippe. Et à très bientôt sur Beurre FM et très belle journée santé sur notre antenne.